Quel est l'objet le plus cher que vous ayez acheté? Est-ce que vous avez un conseil de régime? Le brevet, comment ça s'est passé? La mention que vous avez eue, c'était... Est-ce qu'il y a un jouet que vous aimiez particulièrement quand vous étiez petit garçon? Alors bonjour et bienvenue dans Small Talk. Small Talk, c'est un podcast dont le principe est assez simple. C'est je reçois des gens connus et je parle de tout avec ces gens, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Monsieur le Président François Hollande, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Alors, on va parler de choses un petit peu intimes, si vous voulez bien. Vous êtes né le 12 août 1954 à Rouen. C'est bien ça? Je confirme, oui. Tout à fait. On dirait un peu un interrogatoire oui, voilà, de police. Le nom de ma mère, voilà. Le nom de mon père. Vous avez passé votre enfance entre Rouen et une petite ville à côté de Rouen qui s'appelle Bois-Guillaume. Bois-Guillaume, c'est oui. ça? Quel est votre tout premier souvenir? Mon premier souvenir, il n'est pas à Bois-Guillaume, il était à Rouen. Mon père oui. et ma mère habitaient Rouen. Et c'était une avenue qui s'appelait la rue Jeanne d'Arc. Oui. Et le premier souvenir, c'est que mon père exerçait la profession de Torino. Et je voyais des gens dans l'appartement où je vivais que je ne connaissais pas et qui venaient se faire enlever les amygdales et les végétations. Et je me suis dit, un jour, je vais y passer, et ça s'est produit. Et on vous a enlevé les amygdales? Oui. Donc le premier souvenir est un souvenir médical, oui. si vous voulez. Puisqu'il y avait une forme de confusion, pas les moyens d'avoir un cabinet séparé de son appartement. Donc mon père recevait sa clientèle en même temps qu'il éduquait ses enfants. Et il y a eu une frayeur de vous faire enlever les amygdales? Je voyais que tout le monde y passait, donc ça des enfants qui me paraissaient bien jeunes. Oui. Est-ce qu'il y a un jouet que vous aimiez particulièrement quand vous étiez petit garçon? Oui, je faisais une collection de petits soldats. Oui. Et donc, à Bois-Guillaume, lorsqu'il y avait plus de place, je disposais mes armées dans toute la chambre. Et je souhaitais surtout qu'on ne dérange pas cette belle organisation. Et hélas, ma mère, sans doute, balayait tout ça et remettait ça dans les boîtes. Donc c'était un rocher décisif, si vous voulez. Je remettais à ce moment-là mes soldats en bonne position. Et est-ce que vous rejouiez des batailles célèbres de l'histoire ou c'était simplement des... C'était des batailles que j'inventais. Oui. Je n'étais pas encore un féru d'histoire, donc je faisais comme si l'histoire était encore à ma portée, c'est-à-dire que je la faisais. Votre premier souvenir d'actualité, d'un événement d'actualité, qu'est-ce que c'est? Mon premier souvenir d'actualité est la guerre d'Algérie, parce que j'avais 5 ou 6 ans et j'entendais à la radio les informations. Mon père était en plus très partisan dans cette dure affaire. Et donc je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait, parce que je voyais des événements très graves. Et puis ensuite, j'ai un souvenir un peu plus fort encore, qui est l'assassinat de John Kennedy. Je me rappelle encore où j'étais au moment où a été annoncée la mort l'assassinat de Kennedy. Oui. Donc 9 ans 1963, vous avez 9 ans, c'est ça? Oui, 9 ans, un peu moins. Et je suis sous une douche, et je mets la radio, et j'écoutais beaucoup la radio. Et on annonce la mort, l'assassinat de Kennedy. Pour moi, c'est un événement majeur. Oui. Puis ensuite, l'événement politique français qui m'a le plus marqué est l'élection présidentielle de 1965. Première élection au suffrage universel. Oui. Donc je me suis passionné pour cette joute dans laquelle le général de Gaulle était partie prenante et François Mitterrand. Et ça a peut-être déterminé la suite de ma vie. Il y a eu un petit déclic à ce moment-là. Oui, je me suis dit c'est quand même passionnant d'affronter les Français, de leur expliquer la vision que l'on peut avoir du monde. Et puis aussi, c'est la première fois qu'on voyait à la télévision des opposants. Jusque-là, il n'y avait pas accès. Vous avez été élève dans une institution catholique qui, si je ne me trompe pas, s'appelait le pensionnat Jean-Baptiste de la Salle. Exact. C'est bien ça. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de vos cours de catéchisme? Ah oui, bien sûr, j'ai retenu quelque chose, puisque c'était une institution où non seulement il y avait des cours de catéchisme, mais on allait à la messe, on faisait sa communion, etc. J'ai retenu des principes moraux, sans doute, mais aussi une incompréhension à l'égard de ce qu'était
célibat des prêtres, la toute-puissance de la hiérarchie, la rigidité à l'égard d'un certain nombre de réalités. Donc ça m'a à la fois donné, je crois que c'est le principe d'une éducation religieuse, même si ensuite on fait sa vie et on abandonne peut-être sa foi, ou on en trouve une autre. Mais donc j'ai eu cette éducation dans laquelle je me suis trouvé un moment en phase, puis ensuite j'ai fait ma vie, mais j'ai vu assez rapidement que cette grande institution qui était l'Église catholique avait des failles qui, hélas, sont apparues encore ces derniers mois. Mais donc dans les il y a des principes qui sont présents dans la chrétienté et qu'en fait on peut les sortir de la chrétienté et ils restent opérants en fait. C'est ça. La dignité humaine, la justice, s'occuper des pauvres, avoir une attention plus fragile, c'est je crois le bon côté d'ailleurs de toutes les religions. Je pense qu'elles sont inspirées par ce principe. Mais j'ai tout de suite compris qu'il valait mieux changer la vie sur Terre que d'attendre la mort pour trouver un éventuel paradis. Quand on est au collège, en tout cas ça a été mon expérience à moi, on vit des moments de violence sociale assez, en fait, qui n'arrivent pas trop dans le reste de l'existence. Et il y a une sorte de hiérarchie du cool, on pourrait dire, entre des gens qui sont vraiment dans les tréfonds de la popularité, donc qui sont vraiment souvent maltraités, et les plus cools qui sont des sortes de rois. Sur ce spectre, où est-ce que vous vous trouviez ? Bon, j'étais plutôt dans le chef de meute, parce que c'était un rôle que j'avais sans doute voulu prendre et qu'on m'avait laissé adopter. Mais je me préoccupais, j'étais toujours révolté par le sort qu'on accordait aux plus démunis, au sens des plus démunis, pas simplement financièrement, ce n'était pas la question, mais qui n'avaient pas forcément toutes les qualités, qui avaient des défauts, où la moquerie pouvait trouver sa place. Et même si je suis d'un tempérament moqueur, je ne me moquais pas de cela, mais plutôt des gros bras. Bon. Mais pour ça, il fallait avoir des alliés. D'où l'idée d'être chef de meute, parce que finalement, j'ai toujours eu des gardes du corps. Donc vous m'auriez défendu, si vous aviez été maltraité, oui. C'était le cas. Oui, voilà. Je voyais assez vite qui serait maltraité dans la classe. Mais donc, parce que moi, je me souviens des gens les plus populaires, ils étaient cruels. Cruels, oui. Mais donc vous n'étiez pas non, parce que je voulais pas que mon éventuel leadership, si je puis dire, dans la classe, soit fondé sur la force. J'avais pas les moyens de la force. Donc ça devait être sur le principe de la solidarité, où on doit être ensemble, ou de la gaieté. Je crois que c'était ça qui faisait que j'étais choisi peut-être par mes camarades, c'est que je mettais de la joie. Et c'est pour ça que j'ai de bons souvenirs de l'école. De la joie et de la contestation, c'est-à-dire être capable à un moment d'affronter une décision injuste. Il y en avait beaucoup dans les institutions, dans l'institution dans laquelle j'étais. Est-ce que vous avez un souvenir particulier d'une de ces moments d'injustice contre lesquels vous vous êtes adressé ? Oui, je me rappelle, c'était en 6e, où il y avait une punition qui avait été affligée à un élève, et j'avais organisé une forme de grève, nous ne parlions plus. Voilà, ce qui était pour moi très difficile. Une grève du silence à 11 ans. Grève du silence, voilà. On ne répondait pas aux questions. En 1968, vous étiez en 3e, si je ne me trompe pas, 14 ans. Comment on fait quand on est en 3e en 1968 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on est en 3e dans une institution catholique, à Rouen, à l'époque ville plutôt bourgeoise, et que viennent manifester des milliers d'ouvriers, d'employés, puis ensuite d'étudiants. On se dit, mais il y a un événement majeur qui se déroule sous nos yeux. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se produire ? Quand on voit même des professeurs qui étaient dans les institutions les plus traditionnelles, qui manifestent aussi, quand on voit toutes les formes de structures qui nous paraissaient inébranlables commencer à trembler, on a à la fois une espèce de curiosité et aussi une appréhension. Qu'est-ce qui va se produire ? Et pour moi, mai 68, ça a été une découverte. Il y avait des idées que je n'avais jamais entendues, professées ou partagées. Et
ensuite, une leçon, pourquoi politiquement ça n'a pas débouché. Donc et ça a correspondu aussi à un déménagement, puisque j'étais à Rouen jusqu'en 3e, et puis je suis arrivé à Paris pour le lycée. Oui. Et donc, d'une certaine façon, c'était ma propre émancipation. Mais vous vibriez avec les étudiants qui manifestaient ou pas vraiment? C'était difficile, j'essayais de comprendre. Ouais. Donc j'allais dans les manifestations, j'avais donc 13 ans, et j'essayais d'entendre leur slogan, d'imaginer la raison de leurs revendications. Et à l'époque, il y avait quand même beaucoup de manifestations préparatoires, mai 68. Et il y avait un slogan qui revenait, 10 ans ça suffit. C'est un slogan qui peut revenir. Et j'imagine que est-ce que déjà à cet âge-là, vous vous opposiez à votre père sur certains thèmes, en ce qui concerne mai 68 par exemple? Lui, il était peut-être plutôt contre et vous plutôt pour? Oui, moi j'étais attentif, interrogatif. Oui. Lui, sans doute, était plus craintif. Oui. Et comme il pensait toujours que le monde allait s'effondrer, là, il en avait la vérification. Le brevet, comment ça s'est passé en 1968? Le brevet, c'est un brevet où il n'y avait pas d'écrit. Oui. Donc, on a passé le brevet à l'oral. Donc, c'était là aussi assez inouï, Oui. avec des profs dont on ne savait pas s'ils étaient en grève ou pas. Oui. Donc, j'ai eu mon brevet, si c'est la question. Ensuite, vous avez passé votre bac. La mention que vous avez eue, c'était Assez bien. assez bien. Parce que j'avais eu une mauvaise note, ça m'avait affligé en philosophie. Oui. Et j'étais bon en maths et en physique, donc j'avais eu de très bonnes notes, mais une mauvaise note en philosophie. Alors j'ai fait de la philosophie beaucoup, donc après. Oui. Mais donc, mais assez bien en 1900, donc ça doit être 1971. Assez bien en 1971. Il y a des gens qui diraient que c'est mention très bien aujourd'hui. Je ne sais pas, mais en tout non, mais j'étais plutôt, ça ne me posait pas de problème. Ouais. Ce que je me posais comme question, c'était quoi faire. Et très tôt, donc au lycée, j'avais compris que je voulais faire ce que j'ai fait. Ouais. Donc du droit d'abord, puis de l'économie. Sciences Po, de l'économie. Je connaissais rien au sens, je savais pas ce qu'était l'ENA, ce qu'était Sciences Po, venant d'une ville de Provence. Si j'étais resté d'ailleurs à Rouen, il est probable que mon père m'aurait plutôt conseillé de faire médecine comme lui ou de faire avocat. Et grâce à sa décision, qu'il a pris seul, parce qu'il n'écoutait personne, il nous a emmenés tous à Paris. Nous avons tous protesté, mon frère, ma mère et moi. Et puis finalement, il m'a rendu un grand service, parce que j'ai découvert, justement, parce que c'est ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir des réseaux d'information, savoir où ça se passe. C'est ça la plus grande injustice, quand on ne sait pas où se diriger parce qu'on ne connaît pas les filières. Moi, je ne connaissais pas les filières, et j'ai rencontré un parent d'élève qui m'a dit, vous devriez, parce que j'étais délégué au conseil d'administration du lycée, vous devriez, faire Sciences Po, l'ENA, vous avez toutes les conditions pour réussir. Après votre lycée, il y a un moment où il faut faire son service militaire, mais vous avez été réformé, vous avez décidé de le faire quand même. Alors, donc j'étais étudiant et je préparais l'ENA et j'étais donc convoqué, ce qu'on appelait les 3 jours, qui ne duraient pas 3 jours, mais enfin ça durait quand même 1 jour et demi. Et médecin m'a trouvé des problèmes aux yeux, et sans doute pour me faire plaisir, pensait-il, m'a dispensé de service national. J'en étais ni content ni mécontent, c'était sa décision. Et quand j'ai été reçu à l'ENA, j'ai été voir un officier supérieur en disant, au ministère de la Défense, en disant, écoutez, j'ai peut-être des problèmes aux yeux, mais je veux quand même faire mon service militaire, puisque tous mes camarades vont le faire. Et il m'a dit, mais vous avez tort, vous allez perdre 1 an. J'étais quand même assez surpris qu'un militaire me conseille plutôt de ne pas faire mon service national. Et je lui dis non, j'y tiens. Et je ne regrette pas du tout. D'abord, pas parce que j'ai été ensuite chef des armées, mais parce que ça a été un moment très, très important pour moi, le service national. J'ai vécu avec des garçons qui avaient mon âge, de tous milieux sociaux. J'ai fait en sorte de leur apprendre quelquefois à lire et à écrire. Parce que vous étiez officier de réserve, vous étiez j'étais aspirant, voilà. Donc
j'étais pas particulièrement doué pour la chose militaire, mais j'étais, je pense, doué pour le commandement partagé, c'est-à-dire de leur permettre que cette année ne soit pas perdue et qu'au contraire, ils y trouvent une satisfaction et peut-être une incitation à aller plus loin. Et c'était le cas. Et vous avez fait votre service militaire avec un certain nombre de gens qui ont eu une carrière publique ensuite, il me semble, non? Oui, parce qu'au départ, on faisait nos classes, comme on disait, ensemble, donc à Angers, dans un régiment du génie, qui n'avait rien à voir avec nos propres compétences. Et alors, oui, il y avait Michel Sapin, Jean-Pierre Jouyet, qui étaient dans la même chambrée que moi, donc ça a créé des liens. Il y avait même un juge qui est hélas devenu célèbre à son détriment, qui était le juge Lambert, qui était dans cette même... Le juge de l'affaire Petit Grégory. L'affaire du Grégory, qui s'est suicidé à la fin. Oui. Alors, je sais bien que normalement le principe c'est qu'on ne parle pas de ce pourquoi les gens sont connus, mais on fait quand même une petite exception au milieu de l'interview. Et donc, si vous voulez, vous pouvez parler un petit peu de votre actualité et de quelque chose que vous avez envie de dire personnellement. Je me pose toujours la question, à quoi sert un ancien président? Certains disent à redevenir président, mais enfin, la question n'est pas d'actualité. D'autres disent, mais non, un ancien président doit transmettre ce qu'il a compris de l'exercice du pouvoir, ce que j'ai fait à travers des livres. Et ce que je fais aussi beaucoup, c'est d'aller dans les établissements scolaires pour parler de la République, de la démocratie, de ce qu'on appelait autrefois l'instruction civique, mais pas d'un point de vue scolaire, précisément d'un point de vue de témoignage. Et puis enfin, là, il y a une actualité internationale, donc je sors un livre sur le monde qui a totalement changé en 10 ans. Donc je prends année après année, et j'essaye de montrer que c'est une somme de bouleversements qui nous font découvrir un monde beaucoup plus menaçant que celui dans lequel nous avons vécu, qui était déjà quand même lourd de tensions. Si on songe à la guerre froide et avant aux guerres de décolonisation. Donc il est très important de bien mesurer ce qu'est l'évolution du monde, non pas pour faire peur, mais pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on doit faire, la France, l'Europe notamment. Et comment s'appelle ce livre? Bouleversement. Bouleversement. Alors, on peut reprendre le cours normal du principe maintenant. Comme la plupart des personnes publiques, je veux dire peut-être à l'exception du fils de la reine d'Angleterre, vous n'avez pas toujours été une personne publique. Est-ce que vous vous souvenez de la transition entre le monde des gens anonymes et le monde des gens qu'on reconnaît dans la rue? Ces premières fois où on vous a interpellé dans la rue. Je pense que la première fois, c'était... au début des années 90, j'étais député, je passais de temps en temps à la télévision. J'étais avec Ségolène Royal, on était un couple qui était médiatique. Donc, elle était plus connue que moi. Moi, je me souviens, j'étais en CM1 et je me souviens, c'est parmi mes premiers souvenirs de personnalité politique, à part François Mitterrand, c'était votre couple. Voilà, et donc j'étais reconnu dans la rue et on me disait, mais où est Ségolène Royal? Voilà, donc, et après, ma vie politique a continué. Mais c'est vrai que c'est toujours très étonnant les premières personnes qui vous reconnaissent. Et ce sont souvent donc des personnes qui sont des férus de télévision, qui regardent tout. Et alors le pire, c'est quand vous êtes reconnu, mais où il y a une confusion. En disant vous êtes formidable, je vous ai vu à la télévision, et on vous prend pour une autre personne. Et on vous a pris pour qui déjà alors? À l'époque, c'était pour Claude Barthelone. Ok, petite ironie. Alors moi, j'ai une petite anecdote personnelle, mais mon meilleur ami quand j'étais au lycée, c'est un garçon qui s'appelle Clément Beaune, et qui est aujourd'hui ministre de l'Europe. Alors on se voit un petit peu moins depuis qu'il est ministre parce qu'il est très occupé, mais quand je le vois, je ressens une sorte de petit vertige à voir cohabiter sous mes yeux le meilleur ami avec lequel on a vécu des choses extrêmement intimes et l'homme d'État. Est-ce que vous avez gardé des amitiés de ce genre? C'est-à-dire des amitiés, est-ce qu'il y a des gens qui sont l'équivalent par rapport à Clément Beaune, par rapport à vous, de ce que je suis par rapport à Clément Beaune? Oui, j'ai gardé des amis de lycée, que je vois de temps en temps, pendant des périodes où on les voit moins souvent. Et puis là, je suis de nouveau, pas en contact, je suis en relation suivie, oui. Parce que j'ai sans doute plus de temps. Et parce que ça me paraît hier.
Vous verrez, ça vous fera cette impression quand Clément Beaune aura un âge respectable, sera au Conseil constitutionnel. Vous direz, bon, tout ça a passé très très vite. Oui. Et les années de lycée sont très très importantes. Et si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir passé plus de temps au lycée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer un de ces amis qui a traversé les années donc depuis Oui, il s'appelle Jean-Louis Audrin. Oui. Et il a fait médecine, il a été chirurgien et il ne m'a jamais opéré. Oui. Alors j'ai un certain nombre de questions pour finir qui sont des questions, on pourrait les regrouper sur une sorte d'expression générique qui est le plus. Il me semble que vous avez fait des régimes alimentaires dans votre vie déjà, dans le passé. Une fois. Ça s'est vu, donc je suis pas témoigné. Vous ne pouvez pas le nier. Est-ce que vous avez un conseil de régime pour les gens qui veulent maigrir? Si j'avais un conseil à donner, je le suivrais d'abord. Oui. Donc, tel n'est pas le cas. Mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé comme ça que je voulais être particulièrement en forme pour une campagne présidentielle, dans laquelle je n'étais pas le favori. Et j'ai décidé de me faire un régime moi-même, c'est-à-dire de ne manger que du poisson, de ne pas prendre de vin ni de pain. Oui. Et ça a donné ce résultat. Et pas de pâtisserie, pas de... Et donc, pas de dessert, bon, de prendre que du poisson. Y compris au petit déjeuner? Ah non, au petit déjeuner, je faisais une exception. Mais comme j'aime beaucoup la viande, ce régime n'était pas tenable. Oui, ben oui, donc vous avez arrêté au bout d'un moment, quoi. Voilà. Alors, si je peux... moi, j'ai fait des régimes moi-même, donc peut-être que je peux vous transmettre mon expertise en la matière. Moi, j'ai une application, et ce que j'ai trouvé, moi, comme méthode, c'est de compter mes calories, et donc d'en faire un jeu. C'est comme si on remplissait un petit verre chaque jour, et il ne doit pas déborder, et tout à coup, il y a une sorte de petite challenge, et j'ai perdu énormément de poids de cette façon. Bon, alors, je vais suivre votre application, car je m'étais infligé à l'Élysée une autre application qui était de faire un certain nombre de pas par jour. Donc j'avais sur mon portable, il fallait que j'en fasse 8000, 10 000 quand je pouvais, et je m'astreignais. Donc je faisais des tours de parc, vous voyez, parce qu'on est un peu prisonnier à l'Élysée, donc je faisais des tours de parc comme ça, et pour atteindre mes 10 000 pas. Et ça avait de l'effet. Donc je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut avoir des objectifs. Il n'y a rien de pire que de faire un effort sans qu'on puisse le mesurer. C'est pour ça qu'on ne le tient pas. On ne le tient pas. Même sur le plan sportif, il faut faire des performances. Donc vous allez me transmettre immédiatement votre application et je ferai un essai. Et en plus, moi je le couplais, si je peux me permettre d'avancer un petit peu là-dessus, je le couplais, j'avais une balance connectée, je me pesais chaque jour et donc je voyais le graphique et donc on voyait immédiatement le résultat et donc ça donnait un petit peu de courage pour continuer. Mais ça je le ferai dans un deuxième temps, car la première découverte du poids peut être un choc. C'est vrai que ça fait un petit peu mal. Quelle a été votre plus grande douleur physique? Je n'ai pas eu de douleur physique. J'ai eu des douleurs morales ou des douleurs psychologiques, si on veut, à travers des décès. Mais je n'ai pas eu d'accident, par exemple, de voiture ou d'accident de santé. La douleur physique la plus grande que j'ai pu avoir, c'était justement enfant, où j'ai passé mon bras dans une fenêtre. Et donc... j'ai eu tout le bras déchiré et j'ai mais voilà, mais c'était une douleur bien sûr forte, mais qui n'a pas duré longtemps. Et mon père, qui donc était médecin, m'a recousu sans m'endormir, donc je me suis... D'accord, donc c'est ce moment-là. Voilà. Mais voilà, c'est pas une douleur insupportable. Oui. Alors, vous avez mentionné vous-même les douleurs psychologiques. Est-ce que vous pouvez en parler de votre plus grande douleur? La douleur, c'est de perdre... un être cher. Donc moi, la douleur la plus grande, c'était de perdre ma mère, parce qu'elle était dans des souffrances liées à un cancer qui se généralisait. Et donc, ça a été une douleur lente, comme son calvaire était lent. Donc voilà, j'ai souffert avec elle. Donc c'est sans doute ce qui a été le plus fort. Pour mon père, c'est différent. Il est mort pendant la période du Covid. Mais il avait 96 ans, je pense qu'il s'est lui-même laissé peut-être aller, pensant que, comme toujours, la fin du monde était sa propre fin. J'ai perdu mon frère aussi, donc voilà, tous ces
malheurs personnels, il faut les préparer d'une certaine façon. On pense peut-être que c'est l'éducation qu'on reçoit, que tout est éternel. Non, il n'y a rien d'éternel. Et à quel point ça vous a marqué? Parce que moi, je dis ça parce que moi, je pense que personnellement, depuis quelques temps, je pense beaucoup à la mort. Est-ce que du coup, ça vous a fait penser vous-même à votre propre mort? Et à quel point et comment vous avez géré ce truc incommensurable qui va nous arriver? Oui, je vous le confirme. Je pense que quand nous perdons nos parents, que nous devenons d'une certaine façon orphelins, nous savons que nous avons rendez-vous avec la mort. Et plutôt que d'en être d'une certaine façon emportés par cette fatalité, nous devons vivre et penser que chaque minute compte, comme celle que nous passons ensemble. Une autre question là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait dans votre vie et dont vous avez honte? Quelque chose que vous regrettez peut-être, oui, sans parler oui. jusqu'à la honte. Oui, des regrets, on peut les avoir par rapport justement à sa propre famille. A-t-on été suffisamment là? A-t-on eu les gestes qui convenaient? A-t-on été assez amoureux, tendre? Oui, voilà, c'est des regrets que je peux avoir. Que vous pensez que vous ne l'avez pas toujours été assez? Pas assez, ou que je ne l'ai pas suffisamment montré. Je pense qu'un des regrets que j'ai ou que j'aurais, c'est de ne pas avoir pu me livrer davantage à mes enfants ou aux êtres chers. D'avoir gardé trop de secrets pour moi-même. De secrets, non pas de ce que j'aurais fait ou pas fait, mais de secrets de ce sont mes sentiments, d'être trop pudique. Ça, c'est un regret. De ne pas avoir dit des mots qui étaient en plus des mots authentiques, mais qui auraient fait plaisir, qui auraient donné du bonheur. Oui, ça, c'est des regrets que j'ai. Et vous êtes moins pudique maintenant ou pas? C'est difficile. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance, la pudeur. De pas tout montrer, de ne pas tout dire. Et je crois que c'est bien d'être pudique, mais à un moment, il faut être aussi capable de générosité, de don. Quand la pudeur est un égoïsme, elle n'a plus de sens. Quel est l'objet le plus cher que vous ayez acheté de votre vie? En dehors d'une voiture, c'est cher une voiture, bien sûr. Ou un bien immobilier. C'était un tableau. Voilà, c'est ce que j'ai acheté de plus cher. Et que j'aurais jamais pensé acheter. Voilà. Et quel est le peintre, ou si vous pouvez le dire? Oui, je peux le dire, qui s'appelle Mull, le peintre. Oui. Alors, il y a une question que j'hésite à vous poser un petit peu, parce que, bon, disons que j'ai reçu un certain nombre de gens qui n'étaient pas tout à fait des anciens présidents, donc j'avais plus de facilité à la poser. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, il y en a très peu. Mais je vais vous la poser quand même, parce qu'elle est dans la liste des questions que j'ai posées à d'autres. Quelle est la personne décédée avec laquelle vous auriez eu le plus envie de faire l'amour quand elle était encore vivante? Je comprends que vous ne la posiez pas à des anciens présidents, car ça pourrait gêner la... Tout à fait, et vous n'êtes bien sûr pas obligé de répondre. Disons une femme du passé que... Ah oui, voilà. que je n'aurais peut-être jamais connue. Que vous auriez peut-être jamais connue, bien sûr. Et que ça peut être une personne du XVIIe, ça peut être Marie-Antoinette, vous voyez ça. Non, c'est pas vers elle que je serais allé spontanément. Une femme que j'aurais voulu connaître, alors faire l'amour c'est autre chose, oui. Mais je pense que séduire Simone de Beauvoir m'aurait plu. Oui. Parce que c'est une femme intelligente, belle, en plus liée à Jean-Paul Sartre, donc c'était un défi que je me serais peut-être posé. Comment séduire une femme de cette qualité et de cette beauté, donc de beauté intellectuelle comme physique. Oui, donc vous auriez discuté, vous auriez vu où la conversation vous aurait mené en fait. De toute façon, oui. Et on peut très bien avoir une relation intense sans qu'elle soit physique. Oui. Et on peut avoir une relation physique sans qu'elle soit intense. Dernière question. Est-ce que c'est triste de ne plus être président quand on a été président?
Non, je dirais pas que c'est triste, parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait eu que du bonheur d'être président. Oui. C'est d'abord, en plus, c'est pas un bonheur personnel, ça doit être un bonheur commun. Mais c'est aussi peut-être un bonheur personnel, par ailleurs. Oui. Devenir président donne un bonheur fugace, mais ensuite, il y a une responsabilité. Donc ce n'est pas triste de ne plus être président, parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, pour rester dans un état de lévitation, il faudrait être président à vie. Certains dictateurs sont sur cette thèse-là. C'est frustrant, je dirais, c'est plutôt ça, de se dire qu'est-ce que j'aurais fait là, dans cette circonstance, qu'est-ce que j'aurais pu prendre comme décision, et qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou ce que j'ai mal fait, et qui peut me donner des regrets. Ça c'est vrai. Ce qu'il faut se dire quand on est un ancien président, c'est que on a servi à ce point les Français qu'on ne doit pas imaginer qu'on est indispensable, mais qu'on a quand même quelque chose encore à donner. Être un ancien président, c'est pas simplement regarder le passé en disant j'ai été dans cette fonction, c'est de se dire qu'est-ce que je peux encore faire sans être président. Mais en fait, ce que je me dis, c'est qu'il doit y avoir une frénésie quotidienne, aussi cette chose qu'on doit avoir, que tous les gestes qu'on fait comptent et ont une conséquence forte et immédiate, et tout à coup, c'est moins le cas. Est-ce que il y a une petite... Voir sa vie changer comme ça, c'est un petit peu difficile. Oui, parce que avant d'être président, les candidats, et notamment celui ou celle qui va devenir président, a une activité déjà politique intense. Bon. Quand je suis devenu président, pour rester sur ma propre expérience, j'ai encore amplifié le travail que je pouvais faire. J'étais député, président du conseil départemental, etc. J'ai été maire. J'amplifiais ce que j'avais fait au service de tout le pays. Et quand on n'est plus président, on ne revient pas à l'état antérieur. Tout s'arrête. Ouais. Et on ne dit pas, tiens, je vais redevenir ce que j'étais avant. Chef d'un parti, maire, président d'un exécutif départemental ou régional ou député. Donc c'est le vertige, d'une certaine façon, c'est jusqu'à la dernière minute, vous pouvez signer des textes qui vont changer la vie des Français, et vous sortez de l'Élysée, vous arrivez sur la rue du Faubourg Saint-Honoré dans votre voiture, vous n'avez plus de pouvoir. Et c'est ça la démocratie. C'est que ça s'arrête, et que ça s'arrête brutalement. Et certains présidents ont eu quelques difficultés à vivre cet instant. Ouais. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est un plaisir. Donc, Smalltalk, c'est fini. Si vous avez bien aimé ce qui s'est dit, je parle aux auditeurs, là, si vous avez bien aimé ce qui s'est dit, vous pouvez prendre les informations que Monsieur François Hollande a dit dans ce podcast et vous pouvez les rajouter sur sa fiche Wikipédia en mettant ce podcast comme source, et donc ce sera accepté. Voilà, la connaissance augmente grâce à ce podcast, la connaissance universelle. J'en suis heureux, comme ça, le monde entier saura exactement où j'ai passé mon enfance et quels sont mes plus grands regrets, y compris même la femme que je n'ai jamais rencontrée. Merci beaucoup. Merci à vous. Quelle est la personne décédée avec laquelle vous auriez eu le plus envie de faire l'amour quand elle était encore vivante? Je comprends que vous ne la posiez pas à des anciens présidents.